Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Global Africa Télé Sud. En décembre 2025, le Rwanda et la République démocratique du Congo ratifiaient sous l'égide des États-Unis un accord à Washington. Et un accord qualifié d'historique, mais aujourd'hui, une question se pose, que reste-t-il de cet accord? Et en compagnie de Christian Mukendi Christos, fondateur du parti politique Congo Prospère et Grand, nous tenterons de décrypter la situation. Christian Mukendi Christos, bonsoir. Bonsoir, Madame Jemima, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Global Africa Télé Sud. Merci. Alors, ces accords étaient perçus comme un espoir de paix, et même si il semble aujourd'hui être une illusion perdue, concrètement, qu'est-ce qui a réellement changé depuis sa signature? En tout cas, ce qui a changé, c'est simplement le fait de se rendre compte de la réalité. Vous savez, les accords politiques ne sont pas des algorithmes, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de la logique, ça dépend simplement de la bonne foi des acteurs, de faire respecter ces accords et parfois des leviers dont disposent les médiateurs pour contraindre les parties signataires à respecter cet accord. Et donc je ne dirais pas que l'espoir s'est envolé. C'est vrai que l'enthousiasme a laissé place au réalisme, mais nous savons que déjà le fait d'avoir cet accord, c'est déjà positif. Tous les efforts qui se feront par la suite pour que cet accord se matérialise se feront dans un cadre bien précis, convenu par les deux parties, bien circonscrit, et nous espérons et nous croyons que la paix viendra. Et selon vous, la situation dans l'Est du pays, même la suite de cette signature ne représente pas un échec? Non, 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 non. Comme je l'ai dit, échec parce que certains pensaient que le lendemain de la signature de l'accord, les choses allaient changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait face à une configuration telle que vous avez d'un côté le Congo, avec toutes ses richesses, qui depuis 30 ans s'est fait agresser par ses voisins, principalement par le Rwanda, pour piller ses ressources naturelles, mais qui, pendant des décennies, a peiné à s'organiser à l'intérieur, a peiné à avoir une bonne gouvernance, a peiné à avoir une armée formée, équipée, motivée et extirpée de toutes sortes de traîtrises et d'infiltration. Au contraire, on a signé des accords où il y a eu des mixages, des brassages avec des groupes armés qui n'ont pas beaucoup aidé à avoir cette armée-là professionnelle. Et j'ai dit toujours, l'armée, c'est une composante de la force. Comme un corps, tu peux donner des coups, mais si le reste du corps est malade, tu ne seras pas efficace. Et donc le Congo est un tout. C'est bien qu'il faut avoir des points solides que sont l'armée, mais à côté, il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a les intestins, il y a tout le reste, il y a l'administration publique, il y a l'éducation, il y a la lutte contre la corruption, il y a la gouvernance en général. C'est tous ces packages-là qui fait d'un pays qu'il soit un pays efficace et qu'il ait une armée qui soit efficace. Et donc c'est ça, nous avons peiné à avoir cela. Et d'un autre côté, nous avons le Rwanda qui a bâti son modèle économique sur le pillage des minerais de la RDC. Et du jour au lendemain, vous ne venez pas dire au Rwanda de changer de modèle, alors qu'ils pensent être forts sur terrain, ils pensent avoir l'ascendant sur terrain, en tout cas sur le plan militaire, avec un narratif qui depuis des décennies a pris, et à côté, il ne va pas user de la bonne foi. Et donc il faut qu'il y ait plus du répondant de notre côté, sur terrain avec notre armée, mais aussi une réelle volonté avec des mesures coercitives de la part des Américains notamment, pour contraindre le Rwanda à respecter le droit international. En parlant des contraintes, selon vous, cet accord manque alors de mécanismes contraignants? Voilà, et je pense qu'il en manque. On se base beaucoup plus sur la bonne foi du Rwanda, bonne foi dont il est dépourvu. Donc je viens de démontrer ici que le Rwanda dépend de ces minerais de sang. Il y a tout de même le maintien de la MONUSCO qui a été prolongé. Oui. Il y a tout de même des actions concrètes militaires. Oui, mais aujourd'hui la MONUSCO est une force partante.
C'est-à-dire, c'est par rapport à la situation sur terrain qu'il y a renouvellement de ces mandats-là chaque année, depuis maintenant, je pense, 2 ou 3 ans, alors qu'elle était censée déjà être partie. Et donc, comme je l'ai dit, pour que nous puissions avoir des résultats sur terrain, il faut contraindre les Rwandais à ces résultats-là. Mais vous entendrez même la journaliste qui a posé la question lors de la signature de l'accord au président Trump que pendant qu'on signe ici, le Rwanda tue, le Rwanda a ses militaires, quand est-ce que cela va arriver? Il dit que cela va arriver très vite et qu'il y aura un miracle, tout ça. Et nous sommes croyants, 90% des Congolais sont chrétiens et croyants, nous attendons cela. Mais dans certaines choses, la foi ne suffit pas, il faut les œuvres. Il faut qu'on voit les résultats sur terrain de cette bonne foi. Et donc, il ne faudrait pas que ça soit simplement des menaces. On a vu même Marco Rubio, lorsqu'ils ont pris Uvira, menacer le Rwanda, que le président Trump ferait tout pour faire respecter son accord, parce que c'est quelque chose qu'il brandit dans le monde entier comme ayant ramené la paix au Congo, alors qu'on en est loin. Et donc, il faudrait qu'il y ait plus des mesures coercitives, parce que le Rwanda de bonne foi ne va jamais exécuter cet accord. Donc la foi agissante par les œuvres. Et en étant membre non permanent du Conseil de sécurité, la RDC a une position tout de même favorable. Et comment, d'après vous, devrait-elle utiliser cette position pour influencer vous savez, les discussions et les décisions qui seront prises? Je suis mal placé pour parler de ces choses, parce que non seulement que je suis politique, je suis un jeune qui travaille pour demain avoir des responsabilités dans ces pays. Et donc, je suis fervent croyant du multilatéralisme, du fait que le monde devrait être gouverné par le bon sens et que ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on doit marcher sur les faibles. Il faut qu'il y ait une moralité dans les rapports entre les États et que cela soit respecté parce qu'il en va de l'équilibre du monde. Mais en même temps, je crois que les nations doivent travailler sur la force, sur la dissuasion. Et être membre du Conseil permanent des Nations, non permanent, mais être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour moi, il y a 2 ans, je serais très enthousiaste par rapport à cela, mais maintenant, je ne le suis pas, parce qu'en février, ça fera 1 année qu'il y a eu la résolution 2773 des Nations Unies, qui cite nommément le Rwanda comme étant l'agresseur, qui demande l'arrêt de tout soutien du Rwanda au M23 et le retrait de ses troupes et même le retrait du M23 de toutes ces localités-là occupées. Mais ça n'a jamais été appliqué. Et même les États-Unis, parfois ils rappellent cela, mais l'accord qu'on a signé avec le Rwanda a quasiment fait abstraction de cette résolution, parce qu'il fallait qu'on se base sur ce que cette résolution-là avait dit pour qu'on donne un coup de pouce. Et donc, je ne suis pas pessimiste, c'est une bonne chose, c'est une tribune pour faire valoir encore notre position, pour faire entendre notre voix, pour faire davantage pression à l'interne, pour qu'on fasse pression sur le Rwanda, pour qu'il y ait des mesures coercitives sur le Rwanda pour faire appliquer cet accord. Mais je ne pense pas que le simple fait d'être assis à cette table pourrait changer de facto quelque chose. D'accord. Et très rapidement, le dialogue politique a régulièrement été demandé, notamment par la société civile, les acteurs régionaux, les églises. Où en est réellement ce dialogue aujourd'hui? Bon, le dialogue, le chef de l'État s'est toujours montré favorable à ces dialogues. Il avait même entrepris des consultations où il avait même tendu la main aux opposants. C'était mené par le conseiller spécial en matière de sécurité. Après, il y a eu cette initiative-là des pères des églises, notamment les CC et la Sanko,
Mais derrière eux, d'autres confessions religieuses sont venues voir le chef de l'État pour dire qu'ils sont favorables aussi à ces dialogues. Alors le chef leur a demandé de se mettre ensemble avec son cabinet pour travailler et ils ont pondu un cahier de charges. Ils ont pondu une feuille de route. Cette feuille de route-là est en train d'être analysée et je pense que le dialogue, il y en aura. Le dialogue, il y en aura. Il faudrait que les fils et filles du Congo puissent se mettre ensemble, non plus dans une posture belligérante où on est en train de se disputer un énorme gâteau, qu'on estime que ceux qui sont au pouvoir sont gloutants, ils mangent seuls et puis ils ont exclu tous les autres. Non, il faut comprendre que cette fois-ci, il ne faudrait pas voir le Congo comme cette vache à lait qu'il faut traire, mais comme cette vache à lait qu'il faut nourrir pour qu'à son tour, lorsqu'elle sera en bonne santé, qu'elle puisse donner du lait, non pas seulement à ceux-là qui sont au pouvoir, mais d'abord et avant tout à ces peuples congolais qui souffrent depuis des décennies. Vous voyez donc un dialogue inclusif. Oui, un dialogue inclusif qui réunit tout le monde, mais qui, à mon sens, ne résoudra pas forcément la question sécuritaire, parce que comme je l'ai dit, la question sécuritaire dépend de la bonne foi du Rwanda ou des armes et des instruments coercitifs qu'on mettrait pour contraindre le Rwanda à pouvoir arrêter ses aventures, parce que c'est lui qui est le véritable instigateur de cette insécurité. Et donc le dialogue ne va pas résoudre tout automatiquement. Et toujours en question de dialogue, ces derniers jours, le président congolais était invité en Angola par son homologue pour échanger autour de cette thématique. Oui. Alors, le président Lourenço tenterait-il de refaire son retour après s'être retiré en mars 2025 avec le processus de Luanda? Oui, le processus de Luanda a été un échec du fait de la mauvaise foi du Rwanda. Mais le président Lourenço ne s'est vraiment jamais retiré. Et surtout avec son rôle de président de l'Union africaine, il a toujours suivi de près le processus de paix en RDC et il s'est même retrouvé à Washington pour pouvoir parrainer cela. Mais c'est une forme de retour concret. Oui et non, parce que même le président Gnassingbé a été désigné par l'Union africaine pour être plus présent là. Il y a certains qui disent que c'est Katumbi, Kabila qui sont allés le voir pour demander qu'il y ait un dialogue à l'interne. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que le président Lourenço est un personnage influent en Afrique. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la question de l'insécurité au Congo. Non seulement c'est un militaire qui a travaillé avec l'ancien président Santos, ils sont intervenus il y a de cela 3 décennies au Congo pour arrêter notamment l'avancée de l'AFDL à l'époque. Sauver plutôt le régime de l'AFDL face au RCD. Mais en même temps, il a participé à ces processus de paix, tout ça, il le maîtrise très bien. Et donc le dialogue, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose. Ça va permettre de pouvoir resserrer les rangs à l'intérieur, de créer une dynamique d'unité autour de la nation face à ceux-là qui nous agressent. Mais la paix dépendra du sérieux qu'on va mettre, nous, en tant que Congolais, pour comprendre que le pays est en péril. Donc et autour de ces dialogues-là, qu'on ne parle pas simplement partage des postes, mais qu'on parle refondation de l'État congolais pour le remettre sur les rails. Et après, faire face notamment à toutes ces menaces-là qui durent depuis 30 ans et qui, si on ne fait pas attention, perdureront pour les 30 prochaines années. Concernant M. Lourenço, il n'a jamais vraiment été en retrait. Il fait simplement... il revient progressivement sur le devant de la scène, il n'a jamais été en retrait. Non, mais concernant, vous parliez de paix. Vous parliez de paix et on se souvient en 1994 de sortir de ce génocide rwandais, de la création du TPIR. Parce que, y aurait-il vraiment la paix sans justice? En tout cas, la paix serait-elle du moins crédible? En tout cas, je l'insiste et je l'ai même déjà dit ici sur votre plateau, il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et le dialogue n'exclut pas non plus la justice. Et si vous lisez tous ces accords de paix qui ont été signés, la composante justice n'est pas négligée.
Parce que ceux-là qui disent qu'ils ont pris les armes, ils disent qu'ils l'ont pris avec toutes les bonnes intentions du monde, mais à côté, nous voyons qu'il y a des massacres, à côté, nous voyons qu'il y a des viols, et bien chacun portera la responsabilité de ces actes. Et c'est comme ça que, même pour ce qui est de l'intégration, on dit que c'est l'intégration au cas par cas, pour ce qui est de la libération des prisonniers, notamment par rapport au processus de Doha, on insiste que cela se fera aussi au cas par cas, pour analyser les profils. Et donc, en bref, nous voulons la paix, nous voulons le dialogue, mais nous voulons surtout la justice, parce que c'est cette justice-là qui va enfin casser le cycle de l'impunité. Et un dialogue qui parle plutôt de la refondation du Congo que de récompenser ceux qui pensent être des hommes forts et qui doivent manifester leur frustration par des balles, des tirs à balles réelles sur des populations civiles. Et donc il faudrait que nous arrêtions avec ces cycles pour que nous embrassions un nouveau chapitre de paix, de prospérité et de justice pour notre peuple. Mais peut-on réellement parler réellement ou du moins construire une paix durable sans y inclure les groupes de rebelles, notamment le M23? Non, comme je l'ai dit, dans ces M23-là, il y a des criminels, il y a des terroristes même, mais il y a nombreux qui ont adhéré à l'FC M23 simplement par contrainte. Vous savez, il y avait des militaires congolais qui ont été pris en otage à Goma, après la chute de Goma, et qui ont été enrôlés de force dans les rangs de l'armée du M23, à Bukavu aussi, et dans toutes les autres localités. Et donc aujourd'hui, on ne considérait pas ces gens-là forcément comme étant des M23 parce qu'ils sont otages de ces gens-là. Mais aussi, vous savez, l'économie est par terre. Ces gens-là, lorsqu'ils sont entrés, ils ont mis l'économie par terre. Les Rwandais, ils ont détruit des industries. Ils ont même essayé de dévaliser la banque centrale. Et donc, nombreux, par instinct de survie, parce qu'il n'a plus de travail, parce que les enfants doivent survivre, ils sont entrés dans cette affaire-là, soit pour sauver leur vie, par peur de représailles, soit pour gagner un petit rien, pour survivre, pour subsister. Et donc, tout ce lot-là, c'est des M23, et on ne doit pas forcément être très dur envers eux. Et donc, oui, il faut qu'ils soient associés à ces dialogues-là et qu'ils disent à l'ensemble du peuple pourquoi ils ont pris les armes de l'ennemi pour tuer les leurs. Et parmi eux, ceux qui ont été coupables, qui se sont rendus coupables de ces crimes contre l'humanité et de cette trahison, répondront de leurs actes. Et les autres vont être réinsérés à travers notamment le processus PDDRCS. Ils seront réinsérés dans la société. Et puis voilà, ensemble, nous allons bâtir une nation forte, un Congo prospère et grand. Alors, Monsieur Christian Mukendi Christos, nous retiendrons qu'il faut inclure et sanctionner le M23. Et alors, merci à vous. Vous êtes, on le rappelle, le fondateur du parti politique Congo Prospère et Grand. Merci, Madame Toumba. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Mustapha Kanté à la réalisation. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes.